Bonjour tout le monde, bon réveil, merci de nous être fidèles et bienvenue chez vous. C'est votre bonjour d'Algérie, en effet, du lundi 8 février. Et pour cette matinée, eh bien, on vous réserve bien des surprises et surtout de bons conseils aussi. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et rien que pour commencer, d'ailleurs, on vous offrira une belle balade musicale du côté de Janet avec des sonorités emblématiques des Touaregs. Vos rubriques habituelles du lundi, bien sûr, à commencer par l'instant Mohamed Dib avec Yazid Ait Mahiedine qui viendra nous parler du désert sans détour, un roman marqué par l'éternel retour du questionnement que notre amoureux de livres vous recommandera. Savants et chercheurs, c'est la rubrique d'Ahmed Gerigassen qui reviendra sur l'engagement d'un Français qui a adopté le combat des Algériens pour leur liberté à l'époque coloniale. Parcours exceptionnel de France Fanon, un psychiatre et essayiste qui se considérait comme citoyen algérien. Aujourd'hui, comme vous le savez, eh bien, toute une structure hospitalière porte le nom de cet homme exceptionnel, le CAC de France Fanon de Blida. Mohamed Taïb Abed, un professeur en hématologie qui y travaille, sera notre invité, notre premier invité. Il nous parlera du lymphome hodgkinien, une maladie très présente en Algérie, mais qui reste malheureusement tout de même très peu connue de la population. Qu'est-ce que le marcotage? Eh bien, Mali Moussaïd, dans sa rubrique Coin vert, tentera de nous l'expliquer et nous filera toutes les bonnes idées pour cloner vos plantes. Vous verrez, c'est incroyable. La culture du safran est à l'honneur ce matin. Aujourd'hui, cette précieuse et si convoitée fleur, qui est aussi une épice bien sûr, trouve de plus en plus d'adeptes du côté des agriculteurs. Elle pourrait incarner une nouvelle source de devises, et oui, à travers son exportation. On vous dira bien plus tout au long de cette matinale. C'était l'essentiel des thématiques qu'on va aborder ce matin dans ce numéro. Un numéro sponsorisé par Coral Peinture. Mais dans l'immédiat, bien tout d'abord, c'est l'heure de votre premier journal météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Amal Laribi, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, le vent a soufflé, il souffle encore très fort. Il souffle encore aujourd'hui, demain, ça va durer un peu. On a même eu droit à un épisode très venteux qui a emmené beaucoup de particules de sable. Ouais, voilà, c'est à vous. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui encore, on aura des vents sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des passages nuageux vers le centre, l'ouest, l'est, avec quelques pluies par contre à l'ouest et au centre. Mais ces pluies seront localement assez marquées sur les régions intérieures du centre, parfois orageuses. Vers l'est, on aura des passages nuageux également, mais le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en soirée, qui peuvent donner aussi quelques pluies orageuses en cours de nuit. La moitié sud, excepté quelques nuages vers le Bécharoua, le Nord Sahara et les Oasis. Et bien ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Les températures durant cet après-midi, eh bien Météo Algérie a prévu un minimum de 9 degrés seulement du côté de Batna, 12 Djelfa, 11 degrés à Al-Bayad, 14 Constantine, 17 à Tizi Ouzou, 18 degrés à Alger également à Naba, 19 Oran et Tlemcen. Au sud, eh bien on relèvera 17 degrés à Béchar, 18 Biskra, 19 Gardaya, 20 degrés à Ilizi, 17 degrés à Tindou, 21 à Drar Salah et enfin 31 degrés le maximum toujours à Borj Bedi Mokhtar et Ingzen. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera très agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, des vents qui vont souffler entre 40 et 70 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur ouest à sud-ouest et 30 à 50 km/h sur les côtes est de secteur ouest. Et bien sûr, on termine ce but avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h21 et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amal Laribi pour toutes ces précisions. On vous retrouve après les éditions de 12h et celles de 19h. Rendez-vous pris. Très bien, merci beaucoup et bonne journée à vous. Également. Chose promise, chose due de la musique Touareg, c'est dans votre matinale sur Canal Algérie. الزمن عيلاني وديان لما غيطرها غتالينا اي ميديوان جاتني الزمن عيلاني وديان
وديا لكن غزمت عيلاني وديا دماغي طرحة يا غالينا هاي مليون هاركو كيساستان يتلي غزمان عيلاني وديا يتلي غزمان عيلاني وديا دماغي طرحة يا غكالينا هاي ميديوان Yazid Ait Mahidine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, de bonne humeur toujours? Oui, ça va, ça se passe bien. Ça fait oui. plaisir. Alors, vous êtes venu nous parler ce matin du Désert sans détour, un roman de Mohamed Dib, un roman très court, 123 pages. Pourquoi vous l'avez choisi déjà? Ben, parce que... Il est très court. Pas parce qu'il est très court, mais c'est la rubrique Instant Dib et c'est le centenaire, donc il faut trouver un livre parce que j'ai fait le tour. Il y a encore des livres, mais le Désert sans détour, en fait, c'est un des textes fondateurs de ce rapport de Mohamed Dib et de l'homme au désert, Oui. à la vie, Oui. à la mort, à l'éternité, à l'immortalité. Donc voilà, en fait, ce roman, le décor est planté en plein désert, c'est la fin d'une guerre, des tanks et des blindés ensablés. On nous raconte que finalement, il y a eu toute une guerre et il y a eu des morts, il y a eu des tanks. Donc ça raconte un peu l'histoire de la violence, de la guerre. Et tout d'un coup surgissent de ces sables et de ce désert deux personnages un peu burlesques parce que un il s'appelle Hajbar ou Hajj al-Bar ou Hajj al-Bir. Donc il y a mille et une explications, mais il y a même un pub irlandais qui s'appelle Hagbar, qui est très, donc c'est aussi un rapport à la signalétique. Et puis il y a un autre qui s'appelle cycliste. C'est un rapport au mouvement peut-être. Et ces deux personnages un peu atypiques, ils se retrouvent en plein désert, ils cherchent, ils marchent. Ils attendent aussi. Hein. Ils sont dans l'attente, ils marchent, ils cherchent, ils marchent, ils retournent toujours au centre, parce que le désert, en fait, c'est l'éternité, le désert, c'est l'absolu. Donc ils cherchent en quelque sorte... Donc il y a ce rapport au désert qui a commencé déjà dans les travaux de Dib, donc avant déjà le désert sans détour, mais c'est dans les années 90 que ce premier texte fondateur de ce rapport au désert commence. Et donc ces deux personnages, il y a même des descriptions, parce que Mohamed Dib est fort aussi dans la description, j'allais dire verbatim, donc il nous donne tout. Il est dans le détail, monsieur Hagbar, il est même vêtu d'un smoking en plein désert, imaginez. Et l'autre, cycliste, il est en salopette avec une chemise à rayures écossaise. Donc, comprend, il essaye de nous dire, en fait, c'est l'être humain, il est comme ça, mais il se retrouve dans ce vide. Il se recherche. Et comme vous l'avez déjà lu, il y a une référence à Samuel Beckett
qui est en attendant Godot. Godot. Finalement, il ne retrouve rien, il cherche, et dans ce texte qui est lié au désert, il y a aussi une référence à Samuel Beckett, mais il y a aussi une référence à la religion, une référence à l'ésotérisme, à Mantiq al-Tayr. Donc c'est un livre qu'on retrouve par la suite dans le Simorgue. Donc il y a aussi Mantiq al-Tayr de Al-Attar. Et il y a également des références coraniques, parce qu'il y a un rapport à la faculté de l'être humain de maîtriser son environnement par la faculté de la parole, parce qu'il dit par exemple dans Sourate Al-Baqarah وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Donc il revient à ça dans ce livre, il revient aussi à la philosophie soufie dans le Kun, qui est une référence à Muhyiddin Ibn Arabi, et également référence à la création de la terre, à la création de l'homme, à la Genèse, à Adam, à Ève. Donc il travaille tout ça pour dire que l'être humain est toujours à la quête de quelque chose, à la quête de la source, à la quête de la trace. Al-Atlal, parce que dans le sud, dans le désert, il y a toujours un lieu de la trace, le lieu de campement. Donc on revient toujours à soi, on revient toujours à l'essentiel. Donc ces déserts sans détour, en fait, et par la suite, on trouve donc des traces de ce désert sans détour dans l'infante mort et dans l'arbre à dire. Voilà. Oui, l'arbre à dire, il est tellement difficile à lire qu'il s'est enfui. Donc, on reprend maintenant notre bonne habitude de faire la lecture d'un passage du désert sans détour. Et je pense qu'on attend qu'on nous voit un petit peu le texte, parce qu'il faut le lire. Qui est juste là. Voilà, le texte de Mohammed Dib qu'on va voir, ça parle aussi de ce rapport au désert. Donc, je me sens envahi par son odeur sèche et blanche, jusqu'à dans mes derniers retranchements. Désert du désert, poussière de la poussière, silence du silence, peut-être avons-nous gagné et le monde perdu. Donc, en fait, j'ai choisi ce rapport un peu très soufi à la vie, cette vie éphémère que Mohammed Dib a réussi de résumer dans ses 123 pages, grâce également à Habib Tangour, l'écrivain Habib Tangour, qui a préfacé ce roman et qui a également noté. Donc il nous a permis aussi, il nous a permis de nous lier à l'univers dibien et à toutes les références utilisées par Mohammed Dib dans ce roman édité cette année à l'occasion du centenaire de Mohammed Dib, enfin l'année dernière en 2020, par les éditions APIC. Voilà, donc... D'accord, mais on a l'impression que dans cet ouvrage, eh bien, toutes les thématiques que Dib a abordées auparavant dans tous ses livres ont été accentuées et bien plus travaillées, à travers justement le retour éternel du questionnement et de la remise en cause, la question de la trace, Al-Atlal. Donc, voilà, et puis, comme on a l'habitude de faire, la carte postale qu'on a choisie, donc une carte postale, le théâtre romain de Tipaza. Donc c'est aussi un texte de Mohammed Dib. Je ne suis plus que ça, un duvet effeuillé, volant migrateur, une ombre du jour et neige, me voici, j'arrive, je te le dis, Akbar, je t'étendrai neige dans chaque flocon, vit de sa propre crépuscule, perle, j'éblouis l'éternité. Donc voilà, on l'a adressé à Madame Colette Dib, qui vit toujours à la Selle Saint-Cloud, en France, donc, qui nous envoie de temps en temps des livres de Mohammed Dib, notamment les contes pour enfants. Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup Yazid, merci. Eh bien, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir décortiqué Désert sans détour, un roman
de toutes les limites de Mohamed Dib, en tout cas une lecture que notre amoureux des livres, Yazid Haytham Mahidine, vous recommande. À lundi prochain, Yazid. Oui. Merci. Très Bye bien. bye, salut. Et avant de recevoir Ahmed Gelgassen qui nous parlera du Moudjahid France Fanon, je vous laisse apprécier ces belles images. Place à la rubrique, à votre rubrique savant et chercheur avec Ahmed Gelgassen. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler aujourd'hui du grand Moudjahid Frantz Fanon, un nom qui a résonné à l'échelle planétaire, aussi au-delà pour son combat contre justement toutes sortes d'aliénations, notamment la nôtre, Exactement, à l'époque coloniale. Oui, c'est un nom très particulier, oui. C'est un grand nom, c'est un nom très important dans l'histoire de l'Algérie. Bien sûr, il est médecin, il est psychiatre, psychologue, philosophe, tout ce qu'on veut. Il est écrivain, comme vous l'avez dit à la présentation, essayiste, mais c'est aussi un homme de principe. Oui. C'est l'un des rares, on dirait, hommes justes qui ont accompagné, qui ont participé, qui ont collaboré à la révolution algérienne. C'est un homme juste. C'est ce qui nous intéresse dans l'histoire. Comparé par exemple à Camus, qui n'a pas su être au rendez-vous de l'histoire. Donc, au lieu de répondre à la vraie question qui est est-ce que vous êtes pour ou contre l'aliénation des Algériens, il a préféré inventer une question à laquelle il a répondu, mais c'est une question que personne ne lui a posée. Donc, entre ma mère et la liberté, je choisirai ma mère. Mais qui vous a demandé, qui vous a posé cette question? Il fallait juste tout simplement voir la situation, faire le constat et voir que c'était tout un peuple qui était aliéné, qui était dans l'injustice depuis plus de 100 ans, et répondre et prendre position, comme Sartre, comme Simone de Beauvoir, comme les grands intellectuels de l'époque. Donc c'est ça Frantz Fanon. Frantz Fanon, donc, il a été, le parcours, il est très particulier parce que il est né en Martinique, bien sûr, c'est une île colonisée. Il est métis, donc il apprend le créole, mais il a aussi le français. Donc, il voit qu'il y a une cause juste qui l'intéresse. Il participe à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et c'est là où il se rend compte, c'est en partant en Europe qu'il se rend compte du racisme, de l'injustice, du colonialisme dans sa pure sève. De la condition noire aussi. De la condition des Noirs. Donc, et là, en rentrant, donc, et puis c'est grâce à sa participation qu'il a eu une bourse pour faire des études en médecine. Et il choisit d'étudier en médecine et la psychiatrie. Et là, donc, quand il revient chez lui, et c'est là qu'il écrit son livre Peau noire, masque blanc. Donc, il parle, bien sûr, de la situation des gens qui sont comme lui, donc, qui essaient de s'insérer dans une société qui le refuse parce qu'elle est foncièrement et dans son essence même, elle est raciste, la société coloniale, quelle que soit. Donc, même si on a des personnages, même si on a des intentions, même si on vous dit, même s'il y a des
slogan, mais au fond, c'est une société raciste. Oui. Et on voit le résultat jusqu'à présent en Martinique. Les Martiniquais, on n'a pas vu de prix Nobel en Martinique, on n'a pas vu de grands noms en sciences en Martinique, malgré qu'ils font partie du soi-disant de la grande nation. Donc normalement, si la grande nation était là pour les émanciper, pour les civiliser, on trouverait maintenant. C'est même les Algériens, pendant 132 ans, quand le colonialisme est parti, donc on s'est retrouvé avec quelques médecins et quelques ingénieurs. Juste après l'indépendance, on en a 1 million maintenant. C'est ça la différence entre un système libre et un système d'aliénation. On voit le résultat. Donc, il revient. Donc, bien sûr, ils ne peuvent pas l'accepter en tant que médecin chez eux. Donc, ils l'envoient dans une colonie. Il vient en Algérie travailler au début des années 50. Il est chef de service de psychiatrie à l'hôpital de Blida. Et là, il constate encore une fois que c'est le même système. Il n'y a pas de grande différence donc vis-à-vis des Africains, vis-à-vis des Noirs ou vis-à-vis des Maghrébins. Donc c'est le même système colonialiste qui pousse même des gens, qui les pousse à la folie. Donc il fait son analyse, donc il continue à travailler, et il apporte un grand renouveau dans la psychiatrie, donc il utilise de nouveaux systèmes, et on sait par exemple que Abdelrahman Aziz donc a été appelé par Frantz Fanon à participer dans l'aide de ces gens, dans l'amélioration de leurs conditions, donc par le chant, par le théâtre, c'est un travail comme ça de psychiatrie pour essayer de les guérir, bien sûr, c'est un processus de guérison. Donc commence la révolution algérienne et c'est tout de suite il prend position. Parce que c'est un homme juste, il connaît les causes justes et bien sûr, il les adopte tout simplement. Il croit en la justice de la cause algérienne, il sait très bien comment se passe, pourquoi les Algériens se sont révoltés. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent leur liberté, ils cherchent leur identité. Et lui, il apporte une perspective in situ. Donc, en même moment, il accompagne l'évolution de la société algérienne à travers la révolution. Donc, il voit les mutations qui se font dans la société algérienne. Il voit, par exemple, que la femme qui était hyper protégée parce qu'on avait peur pour elle, on avait peur pour l'honneur de la famille. Donc, il y a la jeune fille qui part au maquis, qui participe à la libération de son pays, et son père est tout fier. Donc il voit par exemple le rejet des Algériens de la radio, et puis les Algériens commencent à faire de la contrebande de radio pour écouter la voix de l'Algérie, la voix des hommes libres. Et donc tout ça, il l'enregistre, il le met dans son livre, l'an 5 de l'évolution algérienne. Donc il voit que c'est une vraie révolution, c'est ça son analyse. Et puis, bien sûr, arrive et l'homme tombe malade. Il n'arrive pas, bien sûr, à Rabbi Rahmou, donc il ne termine pas. Il ne voit pas l'indépendance de l'Algérie, mais il la ressent, donc il la sent. Parce que il est déchu, bien sûr, il est expulsé de l'Algérie en 58. Donc on lui donne 48 heures pour partir. Puis il est recherché. Et là, il rejette carrément la nationalité française. Et il se disait algérien, malgré que Mazal, la nationalité algérienne, n'était pas encore officiellement accordée. Alors justement, il se considérait comme un citoyen algérien. Dans la préface, vous le disiez, de l'an 5, la révolution algérienne, il écrit, je cite, « Ce que nous voulons, notre combat, notre cause, encore notre révolution », pour parler de la guerre de libération. Il était algérien parce qu'il se voulait algérien. Bien sûr, parce qu'il se voyait algérien, donc il s'est identifié avec la société, et à la fin, il choisit un prénom algérien, et c'est pas pour rien. Omar, oui. Ibrahim Omar Fanon. Voilà, Donc, ouais. et Ibrahim, c'est aussi le père des prophètes. Il y a aussi un autre message, parce que c'est un homme universel, Fanon, c'est pour ça. Bien sûr, les milieux du colonialisme l'appellent, et donc à chaque fois ils trouvent quelque chose, ils disent que c'était l'apôtre de la violence. Justement, lui, il fait une analyse de la violence. Donc il dit que la violence n'est pas innée chez l'être humain. La violence s'apprend. Et quand on est dans une condition on est tout le temps violenté, on est agressé, donc c'est tout à fait normal. C'est au moment où on veut s'affirmer, il faut qu'on fasse une rupture. Et la rupture, elle est souvent... elle se fait avec force, c'est comme la rupture des failles quand on a un tremblement de terre ou un volcan. C'est ça la rupture chez l'homme. Donc il répond par la prononce, c'est pour s'affirmer, pour dire que je suis là, écoutez-moi, regardez-moi. Et la violence des Algériens n'était que le miroir psychologique de la violence française. Donc les Algériens ont été violentés pendant 132 ans, il ne faut jamais l'oublier. Donc, et quelle violence qu'ils ont subi exactement. Donc
là, à la fin, il écrit un livre juste avant de mourir, quelques jours, parce il s'est fait soigner à Moscou au début, puis il est parti se faire soigner aux États-Unis, mais il est décédé à 36 ans. Et il demande à l'époque à être enterré en Algérie, bien sûr. Chose qui a été faite, et l'ancien président... C'était sa dernière volonté. Exactement. Chadli Benjedid raconte dans ses mémoires comment ils ont transféré la dépouille de Frantz Fanon, donc de Tunisie en Algérie, pour l'enterrer. Et là, il termine son dernier message, c'est à travers les damnés de la terre. Et là, donc, c'est pratiquement le précurseur du mouvement panafricanisme, du mouvement panafricain, le mouvement anticolonial, mais en fait, tous c'est des appellations, c'est un vocabulaire un peu pour le coincer dans des concepts auxquels il n'a pas. Lui, c'est un homme libre. Oui. C'est un homme libre et c'est un homme juste. C'est ça le message de Frantz Fanon. Merci beaucoup. Donc Frantz Fanon qui exerçait comme psychiatre au CAC aujourd'hui CAC de Frantz Fanon de Blida, qui lui a donné son nom. Il était chef on département. On a un boulevard à Alger, on a 2 institutions, l'une à Ennaba, la deuxième à Oran, bien sûr, et l'hôpital de psychiatrie ce n'est plus un hôpital, c'est l'hôpital de Blida qui est appelé bien sûr Frantz Fanon. C'est un bel hommage. Et c'est tout à fait normal, c'est bien mérité. Très bien, merci pour cet hommage, un hommage rendu au Moudjahid, psychiatre et essayiste Frantz Fanon. Merci Ahmed Guigassen. À lundi prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on adore se souvenir des moments qu'on a passés en votre compagnie, des moments phares, surtout lorsqu'ils sont instructifs. D'ailleurs, on y consacre toute une rubrique, il était une fois. Dans le Bonjour, notre collègue Sabrina Khalif nous a déniché un très bel extrait. On avait reçu il y a bien des années un professeur docteur Taha Malroub, professeur-chercheur au département d'immunologie au Memorial Sloan Kettering Cancer à New York. Regardez. Apprécions les couleurs d'Algérie. En fait, j'ai été invité l'année dernière à ce meeting à l'Alma. C'était les 14 journées médico-chirurgicales. J'ai été très impressionné par l'accueil, la qualité des présentations et le fait que les gens s'intéressaient à la science et aux connaissances qu'on apportait de façon genuine, de façon très... et ça, pour moi, c'est comme un souffle d'oxygène. Quand je vois des gens qui ont soif de connaissances, c'est superbe. Et je leur ai promis que cette année, on allait revenir à plus de personnes. Le plan, c'était de ramener 3 personnes qui viennent d'Amérique du Nord, donc ça a marché. Et peut-être que ça va être plus l'année prochaine.
Et on parle toujours santé d'une maladie peu connue, mais pourtant très très présente en Algérie, peu connue de la population bien sûr. Et pour en parler avec nous de ce lymphome de Hodgkin, pour en parler ici présent avec nous, le professeur en hématologie, docteur Mouhan Taïeb Abed. Comment ça va? Très bien, bonjour. merci. Vous allez bien? Merci, bonjour. Très bien, merci. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je le disais, vous êtes professeur en hématologie et aussi président du groupe lymphome de Hodgkin au CAC France Fanon de Blida. C'est bien ça? Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que le lymphome de Hodgkin? Qu'est-ce qu'elle génère dans le corps? Alors, qu'est-ce que cette maladie génère dans le corps? le lymphome de Hodgkin, on a un passage obligatoire qui est l'année de la découverte de ce lymphome. Oui. Il faut savoir que c'est Sir Thomas Hodgkin qui l'a décrit il y a à peu près deux siècles maintenant. Oui. Et qui est donc, au sens très large, une tumeur du tissu sanguin, mais plus précisément des ganglions lymphatiques. Il faut savoir que dans notre organisme, nous avons de nombreux ganglions lymphatiques de taille d'une lentille chacun, qui sont les véritables gendarmes de l'immunité. Ce sont eux qui sont les premiers concernés par des agressions étrangères, microbiennes, virales, parasitaires. Et donc, ces petits ganglions qui sont répartis dans tout l'organisme sont là pour veiller à ce que l'organisme ne soit pas infesté par ces micro-organismes. Et dans la pathologie qu'on appelle la pathologie tumorale, pour citer donc le lymphome de Hodgkin, ce sont des structures qui, à un moment donné, dans une région donnée du corps, le plus souvent au niveau des régions du cou. Ça peut aussi être au niveau des aisselles, au niveau de l'aine, oui, bien plusieurs sûr. Parties du corps qui sont Nous allons voir concernées. ça dans un schéma, si vous permettez, après, bien sûr. qui est assez précis. Donc, au fil du temps, sur quelques mois, voire quelques années, se développe un processus qu'on appelle un processus tumoral. C'est-à-dire que ces ganglions vont commencer à enfler à cause de la présence d'une cellule maligne qu'on appelle la cellule de Reed-Steinberg, qui commence à proliférer dans un environnement qui lui est favorable, parce que souvent l'immunité de la personne est diminuée. Et faible, oui. Et elle va produire donc une tumeur ganglionnaire, voilà, comme vous le voyez sur oui, c'est ce qu'on la diapo qui est présentée. Regarde à l'écran, oui. Avec là une réalité qui est nationale. C'est réellement ce que traduisent les lymphomes de Hodgkin au plan national, avec surtout des ganglions qui vont se présenter dans la région du cou, la région cervicale. 2 malades sur 3 vont avoir cette présentation. Sinon, vous avez après les présentations axillaires, au niveau donc, des régions axillaires, ensuite au niveau des régions inguinales, ensuite au niveau du thorax, région médiastinale, et un peu moins au niveau des régions abdominales. Voilà le type de présentation le plus classique. On retient donc cette présentation cervicale. Mais si on veut avancer maintenant en termes de symptômes de cette maladie, comme vous le disiez, quelquefois avant même l'apparition de ces ganglions, il y a déjà des alertes chez le patient qui va avoir de la fièvre, 38, 38,5, pendant quelques jours, quelques semaines, sans explication, qui va être fatigué sans explication, qui va avoir de grosses sueurs la nuit, qui vont mouiller le linge sans qu'ils ne comprennent pourquoi, qui va perdre du poids. Ce sont des patients, pour certains d'entre eux en tout cas, perdent beaucoup de poids, jusqu'à 10% sans le savoir, qui vont avoir quelquefois un syndrome d'étouffement, ne peut plus respirer parce qu'il y a un gros médiastin, une grosse masse ganglionnaire au niveau entre les poumons et le cœur. Voilà. Donc vous avez plusieurs signes comme ça qui peuvent être annonciateurs de la maladie, quelquefois avant même que le ganglion ne soit visible ou palpable, touché par le malade lui-même. Alors justement, monsieur Abad, avant de parler de traitement, etc., pour le lymphome de Hodgkin, qu'est-ce qui a été fait en Algérie, le travail qui a été fait en Algérie? Comment cette maladie a été découverte? Très bien. Alors, nous n'avons pas découvert la maladie, heureusement. Il y a d'autres qui s'en sont occupés bien avant nous, bien entendu. Je parlais de Sir Thomas Hodgkin qui avait décrit donc la maladie le premier. Il y a un peu
à peu près 2 siècles maintenant, 190 ans. 1832, exactement. Oui. 190. 1832. Voilà, voilà. En fait, voilà. Très bien, oui. On est à peu près dans les 190 Dans les 2 siècles, ans. oui, bien sûr. Voilà. Et donc, on est à une dizaine d'années de l'anniversaire du deuxième siècle. Et donc, en décrivant cette pathologie, progressivement avec les connaissances de l'époque, bien entendu, c'était vraiment quelque chose d'aventureux, il est arrivé à la conclusion avec d'autres équipes qu'il s'agissait d'une tumeur maligne, donc, de ce ganglion. Alors, l'historique chez nous, il faut savoir que moi je suis issu d'un centre qui est le centre Ferré-Macurie d'Alger, où j'y ai fait mes études depuis le début des années 74. Et nous connaissions le lymphome de Hodgkin à la fin des années 70. Oui. Et donc, au début des années 80, a été développée une approche de la prise en charge de cette pathologie. Nous avions, avec un certain nombre de collègues, créé le premier comité lymphome pour s'occuper justement des lymphomes d'une manière générale. Vous y avez donc participé? Ah oui, D'accord. grandement avec d'autres collègues, que je ne peux pas tous citer parce qu'ils étaient une demi-douzaine. Et donc, nous avons mis au point ce comité lymphome qui a beaucoup travaillé et qui a été confronté à un problème d'exploration à un moment donné. Par exemple, aujourd'hui, on connaît des techniques d'exploration qui sont le scanner, le PET scan et tout, on en parlera. Mais à l'époque, c'était la lymphographie. Donc c'était l'incision découverte sur le Oui, c'est un examen. bloc opératoire. Absolument. C'est un examen qui est radiologique. Mais que nous, hématologues, après formation à l'école de Villejuif, avons transféré en termes de technologie pour pouvoir le faire chez nos patients. D'accord. Nous avons été deux à subir un stage en 1975 à Villejuif, et nous avons rapporté cette technique que nous avons appliquée en tant qu'hématologue, alors que nous n'étions pas radiologues. Mais nous avons été formés en quelques semaines. Et donc c'est une technique qui permettait d'évaluer le stade de la maladie. C'est-à-dire qu'on injectait dans le dos des pieds une substance qui était transparente, opaque aux rayons X. Elle était révélée par des clichés radiologiques après. Ça se fait toujours, hein? De moins en moins. Oui, parce de que moins en maintenant, moins. il y a des techniques beaucoup plus performantes Oui. et beaucoup plus globales qui sont apparues. C'est pour vous donner l'historique. Et un peu par rapport à ça, nous avons inauguré la première prise en charge rationnelle de cette affection en Algérie, en accord avec un groupe français. C'était le fameux PAF, le programme algéro-français dans la prise en charge du lymphome de Hodgkin. Excusez-moi de faire un peu plus de rappel. Non, il n'y a pas de Juste souci. pour vous dire que C'est toujours bon à savoir. dans les années, début des années 80, les Américains n'utilisaient que de la radiothérapie. Les grandes écoles américaines avaient projeté de ne faire que de la radiothérapie. Ils avaient les moyens de le faire, et surtout de le faire de manière très large. Et donc, ils se sont rendus compte que cette radiothérapie, même si elle était très efficace, ne réglait pas tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il pouvait y avoir des rechutes en bordure de champs, dans les champs qui sont limites de ce qui est pris par le rayonnement, il pouvait y avoir des rechutes. Et il y a eu un certain nombre de collègues français, puis nous-mêmes, qui avons pensé à faire plutôt de la chimiothérapie au début, pour réduire ces masses. Ensuite, de faire de la radiothérapie. Bombardé, hein, oui. Et c'est comme ça qu'est né ce fameux protocole, PAF, qui a été finalement le protocole qui a été universellement adopté. Voilà pourquoi j'en parle. Ah ben c'est important, Voilà. en tout cas, c'est important de le savoir. Alors donc une maladie qui se caractérise donc par une prolifération anormale de certains types de globules blancs, donc les lymphocytes, qui va ensuite entraîner une augmentation du volume des ganglions lymphatiques. Les lymphocytes ne fonctionnent plus correctement. Chaque année, combien de personnes sont atteintes par ce type de cancer? Un bilan annuel? Voilà. Alors je vais vous donner les dernières évaluations que nous avions faites en 2018. Ce n'est pas très loin de 600 cas nouveaux par an chez l'adulte dans notre pays. Il y a à peu près 5% d'enfants qui sont atteints de la maladie. Les enfants sont aussi concernés. Oui. 5 à 10% d'enfants sont concernés, mais on n'a pas les évaluations précises parce que les services d'oncologie pédiatrique n'existaient pas. Oui. Ils sont toujours
en création pour le moment. Mais en gros, 600 patients nouveaux par an pour cette maladie, qui est une maladie rare selon la définition donc, de... oui, quand on compare avec d'autres cancers absolument. Mais qui sont très meurtriers. Qu'il faut intégrer de ce qu'on appelle toutes les hémopathies malignes, toutes les maladies cancéreuses du sang, qui représentent quand même 10% de toutes les tumeurs que connaît l'être humain. 10%. Oui. C'est une proportion assez importante. Alors, la maladie apparaît initialement à un endroit bien déterminé, donc au niveau des ganglions lymphatiques. Ça peut apparaître ailleurs aussi que ganglions? Ce qui est assez particulier à cette affection, contrairement au lymphome non hodgkinien. Oui, parce qu'il y a deux types de lymphome. Oui. Dans le lymphome hodgkinien, quand vous avez l'éclosion de la maladie, par exemple au niveau d'un ganglion du cou, elle va évoluer de proche en proche. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau lymphatique qui lie toutes les chaînes de ganglions de l'organisme. Et donc il y a une logique d'évolution qui est très bien connue et qui est à la base du traitement de cette maladie. Oui. De temps en temps, il peut y avoir échappement à ce mode de transmission. Et à ce moment-là, vous avez carrément des cellules malignes qui passent dans le sang et qui vont envahir le foie, la moelle osseuse, etc. Mais le mode habituel, c'est une évolution de proche en proche. Oui. Vous avez un ganglion au niveau du médiastin, il va diffuser un petit peu vers le poumon, ensuite il va monter vers les régions cervicales basses. C'est vraiment quelque chose de bien établi. Oui. Voilà. Alors, pour ce qui est la prise en charge, si on a les symptômes, sans entrer dans une paranoïa, si on a les symptômes, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit aller? Alors, une fois que nous avons soupçonné cette affection, parce qu'il faut partir de cette base, il va falloir établir un certain nombre d'examens pour affirmer qu'il s'agit bien d'un lymphome de Hodgkin. Alors, il y a des examens qui sont systématiques. Prélever un peu de sucre, un peu de substance ganglionnaire liquide avec une aiguille. C'est très simple. On fait un nettoyage local, on pique une aiguille et puis on retire l'aiguille sans aspirer. On dépose ça sur une lame de sang, une lame d'examen, on colore et puis on voit. Une sorte de biopsie. Voilà, c'est une ponction. C'est une ponction. À la différence de la biopsie qui, elle, a une vue plus globale du ganglion. Tandis que là, c'est vraiment une vue ponctuelle. Et on arrive souvent de tomber sur cette fameuse cellule de Sternberg qui nous permet de soupçonner. En aucun cas nous permet de faire le diagnostic. Il faut aller à la deuxième étape, et vous avez raison, qui est la biopsie. C'est-à-dire qu'il faut prélever chirurgicalement, de préférence un ganglion entier, de façon à ce qu'il soit analysé dans l'ensemble de sa structure. D'accord. À ce moment-là, on va retrouver effectivement un envahissement par ces cellules tumorales qui font que on assure le diagnostic, aidé par cela aussi, par maintenant des méthodes immunohistochimiques, c'est-à-dire des marqueurs assez particuliers, le CD15 et le CD30, pour ne citer que cela. Très bien. Alors rapidement, docteur, oui ou non, question-réponse. Vous le disiez, l'organisme perd donc une partie de son système de défense contre les virus et les bactéries, et des infections justement vont venir s'y loger. Ces infections surviennent plus aisément, plus facilement. Est-ce qu'en ces temps de pandémie, on a eu plus de cas de lymphome hodgkinien, oui ou non? Rapidement. Du tout. Très bien, c'est une bonne nouvelle. La notion d'infection, il faut l'exclure du lymphome de Hodgkin. D'accord. Ce sont plutôt d'autres pathologies comme la leucémie lymphoïde chronique qui peut générer justement, parce qu'il y a un état d'immunodépression qui existe au diagnostic des infections. Dans le lymphome de Hodgkin, la préoccupation c'est l'envahissement de l'organisme. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc on n'est pas, en ces temps de pandémie, on n'est pas forcément sujet à avoir le Covid si on a un lymphome. C'est au cours du traitement qu'on peut avoir des infections parce qu'on agresse encore un peu plus le... C'est une bonne nouvelle. Merci Mohamed Tayeb Abed, merci d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, eh bien, vous êtes professeur en hématologie et président du groupe Lymphome de Hodgkin au CAC France. Fanon, merci beaucoup. On en sait bien plus, beaucoup plus sur ce lymphome, ce fameux lymphome qui est peu connu de la population. Allez, prévention, je vous en prie, prévention à présent avec les gestes de premier secours. Lamia Boudbouda nous a emmené, est allé se renseigner pour nous sur les formations en termes de gestes, pour apprendre ces gestes qui peuvent sauver des vies. Ça se passe au Croissant Rouge algérien, regardez. Et parce que se former aux gestes de premier secours, c'est potentiellement sauver une vie.
Le Croissant Rouge algérien en a fait son cheval de bataille. Chaque année, il forme près de 800 secouristes. Il est très important de connaître les gestes de premier secours, car nous sommes amenés à intervenir n'importe où. Et c'est des gestes très simples qu'on peut apprendre en 2 jours uniquement. Et en plus, il faut savoir que la loi 182 du Code pénal nous oblige, on est tenu légalement d'intervenir, de faire quelque chose. Outre son cursus universitaire d'ingénieur en électromécanique, Razika Mahyout est aide formateur au Croissant Rouge algérien. Elle nous détaille les modules de cette formation. La formation, elle dure 2 jours, le vendredi et le samedi. Les modules, on enseigne la conscience. Quand une victime est inconsciente et elle respire ce qu'on fait, les gestes qu'on doit faire, on doit la mettre en PLS, on doit la mettre sur le côté. On a l'arrêt cardiaque, on apprend comment on fait le massage cardiaque, comment on fait les insufflations et tout. On a les hémorragies. S'il y a une hémorragie, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit arrêter une hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire après. On apprend l'alerte, qui est très importante. L'alerte, c'est vraiment quand on alerte. On alerte la protection civile et la police. Face à un arrêt cardiaque, le temps de prise en charge et les bons gestes à effectuer sont primordiaux. Le massage cardiaque peut être un geste salvateur. Alors, on a une victime qui est inconsciente, on a vérifié la conscience, on a vérifié qu'elle n'a pas une hémorragie, donc on vérifie la respiration. Elle ne respire pas, on commence directement le massage cardiaque. Le massage cardiaque, comment il doit se faire? Il doit se faire sur une peau nue, il doit se faire sur un plan dur. On ne peut pas un lit parce que le lit à ressort, c'est comme un les compressions et ça ne sert à rien. Donc il doit être sur un plan dur. Donc je vous montre comment on le fait. Donc pour le massage cardiaque, la position le bras de la victime est entre mes jambes. هنا نحكم le thorax ونقدر ندير les insufflations باش ما نزغوش بزاف. كيفاش نديرو؟ Je divise le sternum par 2. نحكم يدي نحطها مع لو بوس نشد يدي اليدي التحتانيه نشد ميما ما نخدمش قباله ما نخدمش يدي هكا باسكو جو ريسك دو كاسي لي كوت ما نديرش اون بريسيون عليها دونك كيس كو جو في نطلع شويه يدي اي جو كومونس لو مساج كاردياك نديرو بلا فورس تاع لي زيبول تاعي ماشي لا فورس دي برا et je compte je fais 30 compressions thoraciques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دوكا باش نديرو l'insufflation نديرو la tête en hyperextension نطلعوها comment on fait la tête en hyperextension, le tranchant de la main et le fort. Je bloque les narines تاعو ونهبط. ندير 2 insufflations. هذا هو le massage. Et je reprends le cycle تاعي 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations حتى يجو la protection civile. Corona oblige, il ne sont que 20 secouristes à suivre cette formation. Donc déjà, même si ma formation universitaire n'a rien à voir avec la médecine, mais juste le fait déjà d'être, en plus d'être une obligation civique, donc de sauver des vies et d'assistance en personnes en danger, je trouve que voilà, justement sauver des personnes et avoir l'opportunité d'apprendre ce genre de choses en juste 48 heures, c'était une chance justement pour moi. Et j'ai voulu la saisir et je ne regrette pas du tout parce que justement en seulement 48 heures, j'ai pu apprendre vraiment plein de choses. En tant qu'étudiante en médecine, j'ai voulu toujours aider les gens dehors et améliorer en fait la situation des personnes qui demandent le secours. Donc c'est ça qui m'a motivée le plus pour venir ici. Et j'ai en fait pris un rendez-vous il y a longtemps et c'est vraiment de la chance d'être ici. J'aimerais bien aussi la refaire et être parmi l'équipe de secours de cette école. Des gestes simples qui, s'ils sont pratiqués rapidement et correctement, peuvent sauver des vies. Donc un seul geste à faire pour bénéficier de cette formation, s'inscrire sur le site du Croissant Rouge algérien. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez
Coral Peinture. Coral Peinture, c'est Lima. C'est Lima, t'as fait. Et on rappelle, comme tous les matins, que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. On accueille notre deuxième invité sur le plateau, Mohamed Amin Barrahal. Bonjour. Comment ça va, Ocharak? Alhamdoulilah. Alors, vous êtes passionné de tourisme local et de bivouac. Comment vous est venue cette passion? مادام ملي كنت صغير نحب لا ناتور لافونتير. داكور. ومن بعد كي كبرت شويه سما ولات في 18 وليت ماجور هكذايا وليت نخرج. عندي صافي دوكا 13 هكذا وانا في السبانه خدام وفي الويكاند نخرج نحوس نديكوفري لا ناتور تاع بلادنا وصافي دوكا بريسك 2 فتحت اون باج sur فيسبوك. On peut avoir le nom? حوس مع الدوكس. حوس مع الدوكس. حوس مع الدوكس دوكس تي في توريزم دي زاد. Très bien, ok. هذه وراني نبارطاجي مع الناس لي زافونتور و لي اكسبيريونس تاعي. D'accord. Alors j'imagine qu'avec la pandémie, ça a été un peu compliqué de se déplacer. بون كومبليكي مع عند لي زاجونس اللي يخدموا مع الناس هكذا ما يقدروش يدوا معاهم الناس مي كوم ناس ما نحوس مع روحي هكذا ومع صحابي. بون بالك واحد ولا زوج معايا. Vous êtes combien? Pas beaucoup. بون انا جروب تاع 10 ولاد حومه كما يقولوا مي هذا كاع باش تقولنا بلي اون ريسبكت لي جوست باريير. بون ريسبكت ولا ريسبكتينا في الوقت هذاك مي دوكا شويه دوكا انا تلقينا شويه. Il faut pas. Il faut pas على كل حال مي Il faut pas. Alors, en termes de préservation d'environnement, je pense que vous avez vu, vous avez sillonné combien de régions du pays avant tout? درت كلش les 48 ولاية partout. بقاو لي واقيلا هكذاك واحد 8 هكذاك ولا 10. D'accord. Ok. Vous faites vite, hein? لازم هذه هي. D'accord. Alors, en termes de préservation d'environnement, le constat تاعك اللي درتو sur le terrain شنو هو؟ لو تيران سي كو بزاف بلايص لقيناهم تلقى لي ديشي. تسمى وين تروح تلقى لي ديشي تلقى لي تلقى الناس ما تحترمش البلاصه هذيك. نعطيك بار اكزومبل زعما تروح الناس تجي تحوس تجوز جورنيه مليحه هكذاك ياكل يشرب ويخلي لي زومبالاج تاعو هكذاك. تسمى شغل يخمم غير في روحو هو جوز جورنيه مليحه يروح ويخلي البلاصه هذيك هكذاك. اون بليس كاين دي فوري وين شجر يسون رار كما يقولوا. رار الناس تقطع فيهم تعلق فيهم هذه عفسه كما. Donc on a des espèces végétales et animales aussi qui sont en voie de disparition. On voit vos photos qui passent à l'écran, donc de très belles images, de petits extraits vidéo de vos découvertes, de vos petits séjours dans la nature. C'est très très beau. Alors l'importance donc de l'entretien du lieu touristique où l'on se rend. Est-ce que vous, à travers votre page, est-ce que vous faites un travail de prévention, de sensibilisation? انا عماه مادام انا دوكا كل في شاك خرجه ديجا ندير انكستري من الفيديو تاعي نخصص المكان هذاك كونكوا غير نكمل نقي او موان البلاصه ديالي وين كنت مريح كومون لو فوا وي وين كنت مريح انايا نقي البلاصه تاعي ما تاخذ لي ربي 30 سكوند نزيد الساشي مع الساشيات تاعي. تسمى شغل نقولوا للناس ما لو كان كل واحد فينا يديرها هذه هذا ينقي منها هذاك ينقي من هذيك البلاصه ما يكونش هذاك الكومول تاع لي ديشي ونستمتعوا بها مليح البلاصه. En tout cas, c'est important pour respecter la végétation, mais aussi les animaux et les espèces en voie de disparition qui vivent après tout. جوستومون مادام كاين لي زانيمو دوكا الناس ما عندناش ثقافه تاع التوريزم ما نكذبوش على روحتنا. الناس تروح دوكا للغابه ولا الجبل يا مادام دير في بالها تروح ديفولي بصح كاين طريقه باش ديفولي ماشي تجيب لي زانسترومون د ميوزيك والدربوكه وخطر هكذاك راك تجيني في الناس وتجيني في السكان تاع الغابه هذيك سي هما الحيوانات هادو راك ديرونجي فيهم وديرونجي في الناس ومعهم. Après tout on est chez eux, c'est pas eux qui sont chez nous. سي نورمال انت اللي لازم تمشي على حسابهم. انت اللي تمشي على حسابهم. On a une vidéo justement, Yazid me dit une vidéo d'un enchantement, regarde ça tout de suite. Ça va arriver. هذا حمام سيدي يحيى هذا في عقبو ناتورال ما سخون يخرج يحبط على واد هو الواد بارد في الدخله لهنا مي غير تدخل لداخل ما سخون. سيدي يحيى العقلي وي سيدي يحيى العقلي انا عماه. Mais en tout cas ça donne envie un bon bain. بزاف شباب هذا دوكا هو مغلوق في لا بونديمي هذا هو مغلوق الحمام برينسيبال مي هذه اون بلانر هذه سما نامبورت يقدر يلحق لها.
Ça donne vraiment envie. وهذه في النهار اللي صب الثلج هذه كان يصب الثلج في تيك جدا وفي Avec votre bonnet, شويه سبيكتاكل شويه on a l'impression de vous voir en Sibérie ou en Russie. ايه الشارم ديالها هذاك هو. انا قلت لكم حاجه ما الناس تخمم على البحر تروح للجبل. انا قلت له النار باش ما تلاقاش بالغاشي في البلاصه اللي حاب تروح لها. سما النهار الناس كانت تخمم على البحر انت روح للجبل. نهار الناس خمت على الثلج انت حبط الحمام. باش ما تلاقاش بالغاشي مادام وما يا با ميو سما حنا الله غالب خدامين في سمعنا سينون اللي يحب يحوس فريمون سي بيان جور سومان. اكزاكتومون وي. خاطر الويكاند ما تستغلش مادام وين تروح الغاشي الموند هذاك ما تقدرش تستغل البلاصه بيان كوم يلفو. C'est mes responsables qui vont pas être contents si je prends des jours de congé pendant la semaine. انا ثاني مادام يسمعوا فيا دوكا مي راك تعرف. Alors qu'est-ce que vous faites à côté de ça justement? Vous êtes dans quel métier? مادام انا امبلويي في شركه وطنيه. D'accord. OK. Le poste. Trésorier نعم. On viendra vous voir pour un sponsor. روحي مادام نعطيك الشاكيه مادام. Très bien. Alors justement, j'aimerais avoir les réactions auprès de vos internautes, de vos followers, si on peut dire ça comme ça, quand vous leur faites découvrir un endroit. Comment ils réagissent? مادام انا لو كان ماش اللي رياجيس بوزيتيفمون ما نكملش. بون عندي بريسك 2 زون دوكا هذيك اللي راني فيها ما يقدرش يكون نيجاتيف. علاش مادام خاطر نعطيلو معلومات هو اللي حيستفاد منها كي يروح لهذاك المكان. نقول له شحال تمشي طريق ولا اسكو امين اسكو فاميليال ولا ماشي فاميليال. نقول له شحال تستقاملو. نحكي له سما لي ديتاي اللي قبل ما يخرج يعرفهم. سما يقدرش يكون. Voilà, vous nous emmenez aussi dans une grotte avec un repas avec moindre moyen. Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez? هنا مادام شوفي درنا سكالوب ودرنا الفلفل طوماطيش ودرنا الاندومي. Avec du bon thé. Vraiment avec le moins de moyens possible, on arrive à passer de très bons moments. انا هذا هو الكونسيبت تاع لاباج تاعي انايا. الكونسيبت سي بيان بلي تقدر في الجزائر تقدر تخرج باقل ماشي لازم تكون عندك دراهم ولا شغل علم كبير بحاجه صغيره تقدر تخرج ما تخرج من الروتين ديالك. Exactement, ça change les idées surtout avec ce qui se passe. C'est où exactement cette grotte? هنا في باتنا مادام في مروانه اكزاكتومون. مروانه du côté de Batna. مروانه اون غروت تطلع على الجبل ديريكت مادام حاجه اسمها تدخل في موند واحد اخر كي c'est génial. Vous étiez coupé de tout, sans téléphone, sans réseau. والو ما كان ريزو ما كان والو. C'est une zone blanche, voilà, une zone blanche sans ondes négatives au sens propre comme au sens figuré. تنحي مادام تخرج بالموند اللي كنت فيه كامل غدوه من ذاك تدخل الويكاند تعاود تدخل جديد كما يقولوا كي تعاود تولي للدار تولي جديد تسمى لي فو بروبليم هذوك ولا تولي تشوفهم صغار. Exactement, ça nous remet la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Et puis avec ce qui s'est passé مع الكوفيد هذا ولا عطلنا شويه مي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله دوك. Vous avez des projets? دي بروجي تاع بور لانستون مادام انا راني حاب ندور لي 48 ولايه نشوف الماكسيموم واش نقدر باش من بعد نقدروا بالك نديفلوبيو حاجه مادام. D'accord, pourquoi pas une application? Ça peut être sympa. ابليكاسيون بالك انا نكذب عليك انا حبيت بالك اون ايميسيون بالك ولا كاش بار ايميسيون سما يبريزونتي فيها سما لي 48 ولايه سما هكذا باش الناس تستفاد خير. مي بون تبان ان شاء الله حنا مع الوقت حنا بور لانستون راهو بليزير بور لانستون انا بليزير سما يقولوا سما حنا بلا باج ولا بلا لاباج حنا نخرجوا مي بور مي كاش ما يبان بلو طار. On espère que vous puissiez un jour vivre de votre passion. ان شاء الله مادام شادا بينا نفيدوا الناس بالك معانا ما قالي ماشي علم كبير كما يقولوا مي ماذا بينا نفيدوا الناس معنا ونخرجوهم لا روتين تاعهم هذه اللي راهم فيها. Voilà, d'un plaisir de sillonner toutes les régions de notre pays, les faire découvrir aussi à une communauté qui vous suit via les réseaux sociaux sur la toile. Merci Mohamed Amin Barahal, merci d'avoir été avec nous. Je pense que vous allez تخدم دركا. ديريكت الخدمه ويسنى فيا مادام. Sans vitesse. محرز ويسنى فيا دوكا في الدخله. Merci d'avoir partagé votre passion du tourisme local. Merci beaucoup. Et puis comme nous restons avec le numérique pour parler de la dématérialisation des services dans le domaine de l'agriculture avec la plateforme Rolfati, une plateforme lancée récemment par la Chambre nationale d'agriculture. Reportage Amel Bouarba, on revient juste après. Rolfati, c'est la première plateforme numérique pour la gestion du fichier agricole et rural lancée officiellement aujourd'hui par la Chambre nationale d'agriculture. L'objectif majeur de cette application, c'est de recenser exactement les exploitants au niveau national et le suivi journalier ou bien, c'est-à-dire périodiquement, l'utilisation de chaque filière agricole. Pour un début, l'inscription c'est gratuite.
C'est-à-dire elle est spécialement actuellement pour les exploitants ayant déjà un numéro national. Il y a plus de 1,2 million exploitants. Identifier les personnes, les agriculteurs, etc. Deuxièmement, de dresser peut-être dans un temps assez court la carte des productions à l'échelle nationale, avoir la possibilité de contrôler peut-être les surfaces avec beaucoup plus des surfaces avec beaucoup plus de précision, être une plateforme d'échange dans le cadre de la formation. Le ministre de l'Agriculture a salué le lancement de ce portail électronique, une solution de nature à réduire les entraves bureaucratiques. Répertorier les parcelles et les terres agricoles qu'on peut faciliter sur l'implication d'une base de données numérique. Tous les éléments sollicités par les investisseurs et les exploitants agricoles, le fait de dire que ça touchera aux filières agricoles, le fait de dire que ça touchera aux productions agricoles, c'est un début prometteur. Dans le sillage de ces activités, le ministère de l'Agriculture a lancé une opération de recensement global pour actualiser les données agricoles en collaboration avec l'Agence spatiale algérienne. Il faut savoir que la dernière opération de recensement a été lancée en 2001. Place à présent à votre rubrique Coin vert avec notre chroniqueuse qui a la main verte, ça je peux vous l'assurer. Marie Saïd, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien. Alors vous êtes venu nous parler ce matin du marcotage. Oui. Alors, de prime abord, lorsqu'on entend marcotage, on a l'impression que c'est un truc de plomberie, de maçonnerie. Exactement. J'ai failli vous demander est-ce que le coin vert s'est transformé en rubrique plomberie ou bricolage plutôt. Ouais, non. Rassurez-nous que ce n'est pas le cas. Absolument Très bien. pas. Donc oui, effectivement, on va parler du marcotage. C'est vrai que c'est un mot assez compliqué. On a l'impression que barbare, c'est... Ouais. Marcotage. Ouais. Mais en fait, c'est une opération toute simple, toute délicate, qui aide, on va dire, les gens à reproduire leurs plantes, à en avoir beaucoup plus, à les multiplier d'une manière très simple et surtout, comme on l'a bien dit tout à l'heure, Nour, surtout à garder tout le patrimoine génétique de la plante. C'est vraiment le moyen idéal de dupliquer les plantes en ayant toutes les propriétés, que ce soit surtout quand on parle de propriétés, on cherche généralement surtout en ce qui concerne les arbres fruitiers et tout ce qui s'ensuit, on veut toujours garder la même variété avec toutes ses propriétés. Donc on fait la même chose aussi, même pour les plantes d'intérieur, c'est un petit peu toute le même... Toute la végétation est concernée? Arbustes, arbres fruitiers? Ah oui, arbustes, arbres fruitiers, aussi, même les rosiers aussi, on arrive à faire aussi le marcotage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux techniques de marcotage. Donc il y a le marcotage aérien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 mois et demi à 3 mois, on va ouvrir, on verra. Et il y a une autre manière de marcoter, en fait c'est le marcotage par but. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une branche, par exemple si on a un arbre fruitier, que ce soit un figuier ou autre chose, on va essayer de courber légèrement la branche, la mettre sur le sol et la recouvrir de terre. Bien entendu, en la coinçant légèrement avec une pierre et on laisse comme ça. Donc au bout de quelques temps, elle va développer son système racinaire et on pourra récupérer aussi voilà, donc une autre plante, un nouveau sujet. D'accord. Et tout le monde est apte à le faire? Oui, tout le monde. Toute l'année? Oui, si tu peux le faire. Il n'y a pas une saison? Alors, il y a une saison. De préférence, on va commencer au mois de février et ça peut s'étendre jusqu'au mois de novembre. Tant que les températures sont un peu élevées, il n'y a pas de souci, on peut se lancer dans cette technique. Alors, la technique, c'est quoi? C'est tout simple. Il faut avoir pas grand-chose comme matériel. Donc, un petit cutter, un petit sachet et quelques rubans, un peu de terreau aussi, de façon où ce qu'on va faire, on va faire en fait une petite entaille au niveau de l'écorce, à peu près comme une bague. On va prendre l'épaisseur d'une bague, on va enlever avec un cutter délicatement juste l'écorce du dessus, on va enlever l'écorce sans blesser la plante, et là ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de terre, on va mettre, généralement on met du terreau de façon à ce que ça reprenne facilement. Voilà, donc on met le sachet et on ferme de cette manière-là et on laisse. Tout simplement. On dirait un joli bonbon. T'as vu, c'est joli comme ça. C'est joli. Ce qui est sympa, c'est qu'avec le marcotage, c'est qu'on peut tout de suite avoir un grand sujet. Parce que par exemple, on va dire que tu as, comme ici, c'est un cheflera. Si tu prends une branche d'un cheflera qui est très grande, et ben tout de suite, tu auras une plante qui sera déjà grande. C'est pas comme par exemple pour le bouturage. Bouturage, c'est tout petit, il faut attendre que ça grandisse et tout. Là, directement, on peut avoir un grand sujet. C'est aussi surtout ça pour l'intérêt, surtout pour les plantes d'intérieur. Hein. C'est pas la même chose. C'est vrai qu'on gagne du temps. En faisant le marcotage, on gagne du temps. Et en hauteur, et même tout de suite, il devient adulte.
D'accord. Donc c'est une méthode, clairement, c'est une méthode de clonage. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Contrairement aux animaux, aux humains, fort heureusement, on peut cloner les plantes quand on veut. Oui, quand on veut, et ça se fait déjà depuis la nuit des temps. Heureusement, on n'a pas encore des plantes qui ont muté. Pour l'instant, ça va. Pour les humains, c'est une autre paire de manches. Alors, ce qu'on va faire, Nour, donc je vais essayer de couper. J'espère que je vais y arriver. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé juste un petit sachet tout simple. Hein. J'ai pris un petit sachet qu'on utilise à la maison. Ça va être un peu délicat. Sachet quand même ça. alimentaire. Voilà, un sachet alimentaire. Ça peut être aussi un sachet même sombre. Hein. Un tissu aussi? Pas un tissu, parce qu'il faut en fait essayer de garder au maximum l'humidité de la terre. D'accord. Donc voilà, là c'est bon. Voilà, donc ça fait 2 mois que vous l'avez... Ça fait exactement 2 mois que j'ai fait ça. Donc bon, c'est vrai qu'il a fait un petit peu froid, ça n'a pas pris rapidement. Mais en fait, voilà, j'arrive. Vous allez y arriver. Oui. Alors en tout cas, il y a aussi une autre méthode de reproduction, semer des graines, mais on parlera justement des avantages, oui, pour et contre cette méthode. C'est 2 méthodes différentes, semer des graines et marcoter. Oui, c'est absolument complètement différent. Mais bon, généralement, comme je te l'ai dit, alors j'espère qu'on va pouvoir voir. Alors regarde, non. Regarde toutes les racines que ça a fait. Alors là, ce qu'on va faire, je vais couper celle-là, parce qu'en fait, on n'en aura pas besoin. J'espère que je vais y arriver. Je vais aller franco à la main. Voilà. Alors regarde moi. Attends, je vais encore enlever le sachet du haut. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut zoomer sur ce que fait Mariam. Alors voilà, regarde. Oui. Déjà on commence à voir toutes les racines. Regarde, toutes les racines commencent. En fait, on appelle ça un chignon. Donc on va les laisser comme ça, on ne va pas toucher. Oui. On va juste encore rafraîchir légèrement et on va mettre directement en terre. D'accord. Voilà. Elle reprendra au bout de combien de temps? Alors au bout de... elle va tout de suite recommencer, elle va commencer déjà à grandir. Tout de suite, elle va commencer à faire des rochers. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va un petit peu étendre son système racinaire. Elle va se mettre un peu plus à l'aise. Elle va s'installer, tâter le terrain. Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la bonne terre de façon à lui donner une chance de bien démarrer tranquillement. Donc là, elle va un petit peu bien se maintenir. On va bien sûr mettre un petit peu d'engrais pour l'aider, bien arroser. Et au bout d'un moment, elle va commencer à grandir. Tout ça va reprendre et voilà. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est assez simple, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et surtout, comme je vous l'ai dit, on peut tout de suite avoir de grandes plantes. C'est ça qui est sympa. Génial, donc c'est on ne va chouette, pas attendre chouette. longtemps. Merci Voilà. Malim. En tout cas, voilà, vous disiez, si on compare le marcotage aux autres techniques de multiplication des plantes, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile, économique et rapide, efficace. Oui, rapide et efficace. Tout bénef, génial. Alors avant de vous laisser filer, Malim Moussaïd, le coup de cœur du lundi. On y a droit tous les lundis. Oui, avec un coup de cœur. Je pense avoir une idée. Alors c'est des mini asperges, en tout cas elles sont très sveltes. Elles sont minces. Hein. Elles sont très minces. Elles sont minces et délicieuses, faut pas se fier à la minceur. C'est vrai que généralement quand on voit les asperges, c'est toujours des asperges d'un calibre un peu plus grand. Ça, c'est les asperges officinales, donc que l'on retrouve dans le marché et tout ce qui s'ensuit. Bon, chez nous, on retrouve pas, c'est pas cette variété que l'on retrouve chez nous. Par contre, ça, j'ai trouvé ça sur le marché, c'est à 250 dinars la botte. Ce sont des asperges Je ne savais sauvages. pas que ça existait, oui, asperges sauvages. Et c'est comestible? Oui, c'est comestible, c'est excellent pour la santé, c'est de la famille des asparagus. Oui. Et c'est une plante que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Donc c'est à partir de là que les asperges, exactement, qui ont démarré, elles ont un goût délicieux, légèrement amer. Donc c'est à la vapeur avec une petite vinaigrette ou un gratin. Toutes les sauces. Toutes les sauces. Exactement, à toutes les sauces. Donc voilà pour ces asperges que l'on retrouve dans les forêts. Donc si vous aimez le faire vous-même, allez vous balader dans la forêt, vous les reconnaîtrez assez facilement. Qu'est-ce qui est comestible? Tout. Alors absolument tout. On va bien entendu juste couper légèrement après, ou alors à la vapeur, ou alors sauter avec un peu de beurre. Avec une bonne sauce au poivre. Voilà. Alors juste, je voudrais te donner les noms en arabe. Alors, bien sûr. En arabe, Darja c'est skum. Alors skum, et en kabyle c'est iskimen. Esquime. Ça se rapproche. Voilà, pour moi, ça se rapproche. Voilà, c'est pas très loin. Donc voilà pour les asperges sauvages. Merci beaucoup, Malim Moussaïd. Merci. Et puis voilà, donc vous commencez à nous habituer avec toutes ces démonstrations et ces coups de cœur surtout. Oui. Lundi prochain, on aura aussi un coup de cœur. Ah oui, il y en a un autre. Un autre. Oui, je trouverai toujours. Génial. On a hâte d'y être. Merci beaucoup, Malim Moussaïd, pour toutes ces techniques, ces méthodes, ces astuces, ces conseils très bons aussi. On vous laisse tout en musique avec Wahab Djezouli qu'on a reçu à plusieurs reprises, que ce soit dans le Bonjour, dans d'autres émissions sur Canal Algérie. C'est son fameux tube Nedma.
Accueille notre dernière invitée, Sidi Ali Yahya, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, oui. Vous êtes habitué des plateaux? Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, oui, ça va. Très bien, alors vous êtes président de l'Association nationale des produits du terroir. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes là pour nous parler de l'événement de demain et après-demain. Voilà, le donc premier salon. après une absence quand même conséquente. Un peu conséquente, oui. Bon, c'est vrai, bon, on commence demain, Inch'Allah. Bon, avant tout, bonjour à tous. Donc, heureux d'être parmi vous ici, de partager cette... Ah, de même. Allez, oui. Plaisir de partager cette nouvelle. Donc, la nouvelle, c'est l'annonce de la reprise des salons en quelque sorte parce qu'il y a eu une absence. Oui. Bien sûr en tenant compte des conditions sanitaires, c'est très important, mais on fait avec, on essaie de faire avec parce qu'on ne va pas rester comme ça, c'est pas vrai. Non. Donc on essaie de s'adapter au climat. On est tombé pour mieux se relever. Exactement. Donc demain, il y aura la première édition du Salon national du safran, organisé par la Chambre nationale de l'agriculture en collaboration avec notre association. Donc voilà, et tout le monde est invité, on a touché pratiquement tous les producteurs du safran et on commence à identifier un peu le potentiel en Algérie des jeunes qui s'intéressent beaucoup plus à cette production. C'est énormissime. C'est important quand même. Mais de l'autre côté, il y a quand même une mévente, il y a un manque de communication sur le marché. Nous, on est là aussi beaucoup plus pour la promotion de ce produit. Et puis quoi? C'est-à-dire, la rencontre demain aura des choses. Hein. Donc, il y aura des choses, il y aura des professionnels, il y aura des agriculteurs, il y aura des gens qui ont fait de la recherche sur ce produit. Et c'est ce qui permet un peu un rendez-vous, quoi. Combien d'exposants? Oh, il y aura plus d'une quarantaine. Déjà, alors, leur spécialité, qui ont confirmé uniquement la production du safran. Mais il y a des gens aussi qui viennent, qui font d'autres dérivés, c'est-à-dire associés avec du safran, de la confiture, des savons, etc. Plein de choses qu'ils font maintenant avec le safran. De la paella. Pourquoi pas? Non, moi, quand j'entends safran, je pense à la paella. Ah ben dans la cuisine, il y a beaucoup. Dans la cuisine, il y a beaucoup. Parce que c'est un art et puis c'est la touche du chef. Hein. Donc chaque chef a sa touche du safran dans un plat bien précis. Donc je dirais aussi que, vu que même au niveau du ministère de l'Agriculture, ils ont remarqué qu'il faut vraiment booster ce secteur, donc il faut lui donner une dynamique, il faut le faire connaître aussi. Et on a invité pour demain les professionnels, même les corps accrédités des ambassades diplomatiques en Algérie, qui découvrent un peu le produit algérien. Il paraît qu'il a une spécificité, hein, le safran algérien. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment remarqué ça, parce que moi j'ai participé dans des salons à l'étranger, les salons de l'agriculture, où les gens vraiment de d'autres pays qui produisent du safran, ils l'ont vraiment valorisé. Écoutez, le gorgé de soleil, hein, nos fleurs, oui. les et fleurs, là, nous avons le climat, nous avons la terre, nous avons tout ce qu'il faut pour produire cette plante. Enfin, c'est magnifique, hein, c'est l'or rouge. Hein. L'or rouge? Ah, oui, on l'appelle l'or rouge. Et là, il y a beaucoup de valeur ajoutée, donc ça crée de la richesse, ça crée aussi de l'emploi, parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent. Et c'est ce qui est important. Et puis par la suite, je dirais aussi que nous, les Algériens, il faut aider ces jeunes, il faut les encourager, ne serait-ce qu'à venir. C'est vrai que bon, ça reste un produit quand même destiné donc pour des gros restaurants, pour les grands plats, pour les trucs. Mais il y a des gens aussi qui peuvent toucher un peu pour le quotidien, donc ça dépend. Demain, par exemple, demain, on a ramené un chef respectueux qui va nous faire des plats à déguster uniquement avec du safran. Vous voyez un peu, c'est génial ça. Et les gens peuvent déguster, peuvent voir, parce que c'est une culture aussi. Il faut sensibiliser les gens, il faut avoir cette culture de consommer safran. Oui. Et là, on commence, et puis les gens, ils seront là, ils vont défendre le produit. C'est des professionnels, c'est des agriculteurs, c'est des agronomes, c'est des chercheurs, c'est des gens qui sont dans le métier. Ils connaissent ce qu'ils font. Donc là, ils vont défendre, ils vont parler avec, on a invité beaucoup plus, c'est-à-dire les opérateurs économiques. C'est dans le but de trouver des débouchés. Les futurs investisseurs, pourquoi pas? Exactement, parce que ça peut aller dans pas mal de secteurs. Hein. À l'exportation, on l'espère que ça répond à certaines spécificités, certaines normes d'aider à l'exportation et ramener des devises au pays. C'est le but, parce qu'il n'y a pas que ça aussi, et ça nous permet à nous, en tant qu'organisateurs, avec la Chambre nationale de l'agriculture, d'identifier le potentiel. Ça veut dire, on a combien de production, par exemple? Et parce que c'est minime, hein, vous savez, 1 kilo de safran, c'est déjà beaucoup. Hein. Vous imaginez un peu le gramme, vous imaginez. Est-ce que vous avez un prix fourchette, une fourchette de prix? Une fourchette, vous savez, il y a des gens qui font et vont faire de la promotion d'ailleurs, ils peuvent vendre jusqu'à 1200, 1400 dinars le gramme. Le gramme? Oui, et dire qu'il se vend beaucoup plus. Hein, après, il y a safran et safran.
Non, non, non. Plusieurs là, variétés de safran, ça c'est le premier choix. Je ne pense pas. Le vrai safran, c'est le vrai. D'accord, parce qu'on Là- voit dans les commerces ça, des safrans à Non, des non, prix mais- dérisoires. Zafran, c'est Voilà, des gens qui voilà. font. Mais Ouais. le vrai safran, il est connu par les professionnels, il n'y a pas de souci. Et les gens, nos producteurs, ils font du vrai safran. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'or rouge, le roi. L'or rouge. L'or rouge, le roi des épices, la fleur de la santé. Exactement. On imagine qu'elle a des L'odeur vertus, et des le goût et la bienfaits. couleur, donc il y a tout dedans. Il y a tout, Vous imaginez un peu, donc c'est un truc magique quand même. Hein. L'ingrédient un magique. parfum, un ingrédient magique. Donc il y aura aussi une conférence demain qui sera donnée par Monsieur Abdullah Harouibi avec Naziha Lazizi. Donc c'est eux qui vont donner la conférence sur le safran, sur la production, les techniques et tout. Et puis, ils vont poser leurs problèmes, c'est ça. Ils vont se rencontrer pour essayer de trouver. Et puis, le plus important maintenant, c'est par rapport au projet du ministère de l'Agriculture de créer des coopératives. Ils vont se regrouper de façon à devenir une force, une synergie. Et comme ça, ils vont réfléchir, c'est-à-dire une intelligence collective. Ils vont trouver quand même des moyens, au moins de satisfaire un marché pour l'export, et de développer cette activité, donc ce produit, ici en Algérie, et pourquoi pas à destination export. Très bien, très bien. Alors Monsieur Sidi Ali Lahlou, chaque fleur du safran fournit 7 mg de safran. Il faut 150 fleurs pour avoir 1 gramme de safran. On voit à quel point c'est une épice rare. Vous savez, et dans la très chère. production, je ne suis pas trop technicien, franchement, mais je sais qu'une bonne production, quand même, il donne quand même un bon produit. D'accord. Vous savez, donc, je ne rentre pas dans le détail du grammage parce que tout dépend de la qualité du producteur, c'est-à-dire de la terre, les engrais naturels, etc. Donc, elle peut vous donner un volume plus ou moins très satisfaisant. Vous voyez un peu dans le... c'est pour ça que je dis toujours, il faut s'échanger, il faut faire... D'ailleurs, M. Abdallah, donc Rouibi, il a fait peut-être pour 1000 personnes des formations dans le domaine c'est-à-dire de la production du safran. Donc, il est très important de s'informer, d'échanger les idées et puis de s'adapter parce que nous avons une terre par rapport à semi-aride vers le sud, les hauteurs aussi dans les montagnes et tout. Et chaque microclimat a sa spécificité, c'est-à-dire la qualité du produit. D'accord. Abdallah Rouibi qu'on retrouvera demain, justement. Oui, il sera demain, il est en route d'ailleurs. Et lui souhaite bonne route. Il sera demain, il va donner la conférence. Et puis là, beaucoup plus sur le technique. Mais nous, on les accompagne. Et c'est pour ça qu'on les a tous invités. Et d'ailleurs, on l'a fait à titre gracieux avec la Chambre qui a fait tout pour rassembler tout ce monde du safran. Et puis voilà, ils vont sortir avec quand même des recommandations, j'espère bien, avec des bonnes commandes, pourquoi pas. On espère, ça, c'est très important aussi. On y veillera en tout cas, nous, à travers les médias, on veillera à diffuser mieux l'information. On compte beaucoup sur vous. Et puis voilà, tout le monde est invité. Venez découvrir donc et venez encourager. Donc c'est demain et après-demain, mardi, mercredi, de quelle heure à quelle heure? De 9h à 17h. Au Palais des Expositions de la Chambre nationale. De qui est à l'intérieur de la SAFEX. Très donc bien. c'est connu. Et puis c'est le monde agricole. Il y aura des agronomes. D'ailleurs, ils ont une rencontre demain. Ils seront là, tous les agronomes algériens. Ils sont déjà en séminaire. Et puis ça permet d'échanger entre professionnels tout ce qu'il faut pour booster, pour promouvoir cette plante. Très bien. Alors, je tiens juste à préciser que Abdallah Rouibi, on en parle depuis tout à l'heure, c'est le président de l'Association nationale des safraniers. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment son domaine pour tout l'aspect technique. En tout cas, on l'invitera, pourquoi pas, très bientôt. Pourquoi pas, oui, bien sûr, parce qu'il y aura après l'impact exactement du salon, et puis ça des permet retombées aussi positives, des on l'espère. J'espère, oui, c'est dans ce sens qu'on fait ce salon. Et puis, comme ça, on trouvera, il y aura du nouveau, quoi. Il y aura du nouveau, et puis pourquoi pas, c'est pas la première. Hein. Après, par la suite, il faut vraiment promouvoir ce produit, ne serait-ce que pour déterminer, pour identifier le potentiel déjà qu'il y a comme production en Algérie et puis aller vers des horizons, vers les marchés extérieurs. Pourquoi pas, oui. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, donc à partir de demain et après-demain, c'est le 9 et le 10. C'est le premier salon national du safran. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'année dernière, il y avait un événement aussi en rapport avec le safran. Non, c'est pas en 2019, il y avait le Salon national des produits de terroir.
Et le Mais safran il y avait le safran dedans. Donc, mais cette fois-ci, c'est uniquement le safran. Donc c'est pour ça qu'on a fait la première uniquement pour le safran. Donc voilà, donc, et puis nous avons d'autres salons. Je peux citer par exemple le 24 de ce mois-ci, du 24 au 27, nous avons la deuxième édition du salon national du fromage artisanal traditionnel. Ah, on viendra aussi. Hein. Le fromage. Ah, on viendra il y a tous les fromages. Là, c'est important aussi. Parce que, vous savez, les filières en Algérie, il faut vraiment encourager, parce que c'est diversifié, il y a plein d'activités qui sont en train de, voilà, un grand se pays développer. où beaucoup de choses se font. Alors justement, en parlant de pays et de régions, quelles sont les régions qui sont justement où on trouve le plus de safran, qui sont plus productrices de safran? Maintenant partout, hein. Il y a 17 wilayas en Algérie, c'est partout. Hein. Ouais, 17 wilayas qui produisent Sud, nord, chez la Constantine, en Kabylie, dans les montagnes. Ardaya aussi. Ardaya, il y a plein. Oran, Tlemcen. Je vous dis, il y a 17 wilayas. Donc là, c'est important. Quand vous dites 17 wilayas, c'est important. Mais là, justement, demain, à partir de ce salon, c'est des rencontres comme ça. C'est à partir de ces rencontres qu'on peut vraiment, c'est-à-dire parler vraiment du potentiel, du savoir-faire, de la transmission de chacun. Et chacun peut avoir une idée. Et entre eux, ils peuvent s'organiser, comme j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, même le ministère de l'Agriculture encourage la création de coopératives. Oui. Et ça permet celui qui produit, celui qui vulgarise, celui qui fait la promotion, celui qui exporte, etc. Donc, vous allez réunir tout ce beau monde. Exactement. Et faire un brainstorming et sortir. Là, ça permet de professionnaliser la filière. Ouais. Donc chacun se situe là où il peut vraiment faire les choses bien à sa manière dans son métier. Et là, c'est l'ensemble qui fait une synergie. Voilà, c'est comme ça. Alors, le safran, c'est demain et après-demain à la Chambre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'il y en est du couscous? Je crois savoir que vous êtes bardé de prix. Oui, là, moi je suis déjà producteur de couscous. Ne soyez pas modeste, allez-y. Moi je dis le couscous, il passe partout. À toutes les sauces aussi. Y compris le safran, donc demain il y aura du couscous avec du safran. Ah, génial. Et là, ça permet de dire, voilà, on trouve du goût, on trouve de l'odeur et on trouve de la couleur aussi, parce que c'est important la couleur du safran. Et là, on le fait, parce que c'est une couleur très très naturelle, biologique. Et il y a beaucoup de gens qui font un travail sur ce projet. Il y a aussi des cosmétiques qui sont à base de safran. Oui, c'est très très naturel. Ouais. Et donc, il y aura d'autres plats aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui disent, écoutez, voilà, c'est vrai qu'il y a le safran, mais nous avons une culture à nous, nous avons nos produits à nous qu'il faut promouvoir avec. Donc, le safran, il passe partout aussi. Oui. Il passe dans les cosmétiques, il passe dans surtout les boissons. Demain, il y aura une boisson qui est faite avec du safran. Oui. Donc, avec le respectueux chef, M. Hamid Raïs, que je salue. Donc, il sera là avec nous. De moi, je travaille avec lui. Et là, ça nous permet au moins de dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec le safran. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Producteur de couscous? Oui. Vous avez quel prix? Rapidement, ne soyez pas modeste, je vous l'ai dit. Oui. Vous avez quel prix? J'ai eu la médaille d'or du meilleur couscous du monde. Voilà, voilà. On finit avec une très belle note. Merci beaucoup, Sidi Ali Lahlou. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des produits du terroir. Rendez-vous demain à la SAFEX. Demain, après-demain, mardi et mercredi à la SAFEX. 2 journées pleines de safran, on l'espère, 7 heures rouges. Plein de parfums surtout. Voilà, à très vite, merci. Merci alors, beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission, une émission sponsorisée par Coral Peinture. Merci à vous, à nos invités d'avoir été là, d'avoir participé à la réussite de cette émission, mais également à vous, chers téléspectateurs. Sans vous, rien ne pourrait se faire. Excellente journée à vous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Quant à moi, bien, je vous retrouve demain. Portez-vous bien.